Chercher, prévenir, informer. 3 missions au cœur de la Fondation Alzheimer. Ensemble, donnons un futur à notre mémoire. Bienvenue dans Mémoire vive, le podcast de la Fondation Alzheimer. Quand un parent est touché par Alzheimer, la fratrie se retrouve au cœur d'une nouvelle organisation. Comment se répartissent réellement les responsabilités entre frères et sœurs? Pourquoi certains se sentent parfois seuls à porter la charge? Le professeur Frédéric Blanc, professeur de médecine, spécialiste des maladies neurocognitives et membre du comité opérationnel de la Fondation Alzheimer, revient sur ces déséquilibres fréquents. Il partage des pistes pour mieux comprendre et apaiser ces tensions familiales. Bonjour professeur Frédéric Blanc. Bonjour Marie-Léno. Lorsque la maladie touche la famille, touche un parent, la responsabilité de l'aidance incombe aux enfants. C'est une situation classique que vous observez ? Alors, je ne dirais pas que c'est une situation classique. Je dirais que la situation la plus classique, c'est quand l'aidance incombe plutôt au conjoint. C'est-à-dire que la plupart des aidants que je vois sont en fait le conjoint du patient qui va être atteint de maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lévy ou maladie frontotemporale. Peut-être avant de répondre à votre question un peu plus précisément, j'aimerais mettre un contexte sur la notion d'aidance parce que l'élément qui me semble tout à fait important, c'est d'avoir en tête que dès le départ de la maladie, c'est-à-dire dès le stade qu'on dit prodromique ou prodromal, c'est-à-dire avant même que la maladie soit vraiment là, le temps que prend la maladie pour l'aidant principal, c'est déjà 2 heures. 2 heures par jour. Donc, vous voyez, par semaine, ça fait déjà 14 heures par semaine. Et après, quand la maladie s'aggrave, eh bien, on va arriver alors au stade léger à 3 heures par jour, au stade modéré à 5 heures par jour, et puis au stade sévère, on va arriver quand même à plus de 9 heures par jour. 9 heures par jour, c'est-à-dire parfois 10 heures, parfois on monte jusqu'à 70 heures par semaine, ce qui est finalement 2 fois nos 35 heures officielles de travail, vous voyez, tel qu'on l'entend en France, avec des aidants qui sont pour la plupart âgés, que ce soit d'ailleurs des aidants très proches, c'est-à-dire le conjoint qui au départ vit avec le patient, là il est particulièrement âgé, mais même quand c'est un patient atteint de maladie Alzheimer qui a 85-90 ans, l'enfant a souvent 60-70 ans. Donc c'est pas négligeable et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc pour revenir à votre question, je dirais que effectivement, ça n'est pas habituel, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on a régulièrement des enfants qui vont être dans l'obligation, d'une certaine manière, de s'occuper de leurs parents. Et c'est, à mon avis, surtout en lien avec la question du vieillissement de la population. Hein, je rappelle que maintenant, il est assez banal d'avoir plus de 85 ans. Moi, je rencontre dans le cadre de mon travail en tant que gériatre et neurologue, des patients de plus de 85-90 ans quasiment tous les jours. Finalement, il y a un changement de paradigme et ce changement de paradigme a des conséquences au sens que les patients la population vit de plus en plus longtemps et que cette longévité, eh bien, malheureusement, pour l'instant, ne n'est pas forcément synonyme de bonne santé, on va dire neurologique, cérébrale. Et donc, au bout du compte, ça a des conséquences pour le patient, pour son aidant, mais aussi pour toute la famille autour. Alors justement, dans le cadre d'une fratrie, est-ce que vous constatez que l'aidance se partage, l'aidance se répartit entre frères et sœurs? Mon sentiment, c'est que ça dépend un peu des cultures. Lorsqu'on est sur des cultures, j'ai envie de dire du bassin méditerranéen, que ce soit le nord du bassin méditerranéen ou le sud du bassin méditerranéen, il y a souvent un aidant principal parmi tous les enfants du patient. Mais je dirais qu'on retrouve quand même régulièrement une entraide assez nette de l'ensemble de la famille. Il n'est pas rare que je vois des enfants qui se relaient au domicile de leur maman ou de leur papa et qui se partagent, si vous voulez, les jours et les nuits. Après, lorsqu'on est plutôt sur des cultures du Nord, on va dire, ben, ça dépend là de la culture familiale.
il y a souvent quand même une personne principale qui fait, lorsqu'il y a 2 enfants, 3 enfants, avec plusieurs raisons à cela. Une première raison, c'est l'éloignement, géographique. Forcément, c'est, on va dire, la personne la plus proche qui va, se charger, d'être l'aidant principal. Il arrive parfois aussi que, les enfants se partagent, entre guillemets, le travail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un aidant qui va plus gérer les rendez-vous médicaux. Il y a un aidant qui va plus gérer le quotidien, à la maison, notamment, toutes les aides à domicile, que ce soit l'auxiliaire de vie, que ce soit l'infirmier ou l'infirmière qui passe et cetera. Il y en a un autre qui pourra gérer aussi, les finances parce qu'en fait, il y a tellement de choses à gérer que c'est compliqué. Et puis ça dépend, où on en est dans le stade de la maladie parce que si on est tout au début de la maladie, bon, quand les aidants disent, voilà, ça me coûte quand même 2 heures, hein, alors qu'on n'est pas vraiment dans la maladie vraiment, hein, c'est-à-dire on est au stade prodromique. Ça me coûte 2 heures, mais ça coûte 2 heures surtout de charge mentale, hein. «Ah mais si, rappelle-toi, attention, cet après-midi, tu as rendez-vous avec le dentiste, hein» et puis alors là, on passe plusieurs coups de fil, et tu as bien pensé à aller chez le dentiste? Tu es bien dans le tram? Tu es bien dans le bus? Et cetera et cetera, voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir un partage. Après, très sincèrement, mon impression un peu globale, c'est que, quelles que soient les cultures, là, cette fois-ci, il y a souvent un enfant principalement qui prend la charge de cette aidance, et souvent entre nous, c'est souvent une femme, hein. Je vois plus rarement, le garçon, prendre la charge principale, de l'aidance. Ça arrive, hein, ça arrive. Et disons que globalement, une impression que je vous donne là, par rapport à tous les patients que je suis, c'est principalement, une des filles de la famille qui va, se charger d'être, aidant principal. Est-ce qu'on peut dire que ça génère des déséquilibres au sein de fratries et des sentiments d'injustice aussi entre frères et sœurs? Alors, bah, ça dépend évidemment des familles, hein, on peut pas généraliser, mais, il y a effectivement, clairement des moments où il va y avoir, si vous voulez, des déséquilibres forts. Les déséquilibres forts vont aller alors, si c'est des enfants qui travaillent encore, là, ça a des conséquences fortes, vous voyez? Hein, parce que il est pas rare que, l'aidant qui travaille, ben, au fur et à mesure, quand je vous disais qu'on arrive jusqu'à 70 heures par semaine de travail pour le patient atteint de maladie à cours de la vie ou de maladie d'Alzheimer ou autre, c'est pas possible matériellement de, en plus, continuer à travailler à 100. Vous voyez? Enfin le sinon c'est l'épuisement parce qu'évidemment, bah, cet aidant principal, qu'il soit femme ou homme, bah, il a aussi une vie de famille, il a aussi potentiellement son travail, il a aussi, à s'occuper de soi-même. Donc il peut y avoir effectivement ce style de situation et alors là derrière, avec des conséquences multiples. Pourquoi est-ce que c'est une telle qui va arrêter de travailler en partie, alors que ça pourrait être, une autre ou un autre, qui pourrait le faire? Pourquoi, comment dire? En plus, les autres se permettent de faire des commentaires ou d'avoir des idées sur comment il faut faire à la maison, ben, alors que, j'ai envie de dire, c'est madame ou c'est monsieur qui s'est sacrifié. Parce que il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice là, vous voyez? Hein, quand on alors évidemment, la plupart du temps, c'est fait parce que, on aime, son parent et qu'on a envie qu'il soit le mieux possible. Mais, porter la maladie, parce que c'est de cet ordre-là, hein, porter la maladie et en plus arrêter de travailler, c'est-à-dire peut-être moins s'épanouir dans son quotidien, et en plus être moins présent pour sa propre famille, enfin tout ça fait beaucoup. Et donc évidemment, ça a des conséquences dans l'équilibre familial qui peuvent être, à mon avis, très fortes. Est-ce qu'il existe des clés pour apaiser les tensions que l'aidance peut générer au sein d'une fratrie? Ça, c'est une question difficile, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des clés magiques. Non, alors la 1re clé, je pense, sans doute, c'est de prendre conscience de la réalité des choses. Et souvent, ce qui va être compliqué pour, l'aidant principal
Et puis pour les proches, ça va être, le défaut de connexion à la réalité. Il y a malheureusement les frères et sœurs de l'aidant principal, on va dire, qui, peuvent être dans le déni de l'existence de la maladie. «Ah oui, mais attends, c'est rien, elle va bien maman. Pourquoi tu te plains? Il y a pas de raison que tu te plaignes, finalement». La première clé, c'est qu'il y a une forme de solidarité familiale dans la prise de conscience, de, ce que c'est que ce fardeau, hein, parce qu'on appelle ça un fardeau, hein, le fardeau de la maladie. Je crois que ça, c'est un point essentiel. Donc ça veut dire beaucoup de dialogue entre les frères et sœurs, peut-être même, la nécessité que l'ensemble des frères et sœurs viennent rencontrer le médecin, que le médecin leur explique quand il y a un peu de résistance, que le médecin leur explique la réalité des choses. Alors il est vrai, si vous voulez, que pour une partie, hein, des aidants, être dans le déni de la réalité, c'est aussi une manière de survivre, hein. Parce que quand la réalité est trop crue, trop difficile, il peut y avoir effectivement, inconsciemment, des mécanismes de défense, dont le premier à mon avis est vraiment le déni. Les aidants au sens large et les proches de la famille vont dire: «Non mais tout va bien, regarde en plus elle est heureuse, elle sourit» et cetera. Oui, mais en réalité, la patiente, le patient ne va pas bien et il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des frères et sœurs. La deuxième chose, je pense, c'est que, il y ait, une forme de reconnaissance du travail de l'aidant principal. Hein, c'est-à-dire que si les autres membres de la famille restent finalement dans l'ignorance de la charge que peut avoir, l'aidant principal, bah, à ce moment-là, il y a forcément, des dissensions, des problèmes de communication, et puis parfois, des grands énervements, et cetera. Vous voyez? Donc je crois que c'est vraiment essentiel. Le troisième point, c'est qu'il y ait une solidarité. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire il y a une solidarité des frères et sœurs. Parce que pour tenir le coup, parce que évidemment ces maladies-là, ça dure pas 1 an, hein. Si ça durait 1 an, ce serait plus simple. Mais en fait, ces maladies-là, ça va durer 10 ans, ça va durer 15 ans, ça va durer 20 ans parfois. Donc il faut qu'il y ait une solidarité. Et pour qu'il y ait une solidarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aidant principal doit pouvoir faire une pause. Faire une pause, ça veut dire ne plus, s'occuper du tout du patient et prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de vacances, hein, et régulièrement. Et pour ça, cette solidarité, elle peut avoir plusieurs formes. Ça peut être une solidarité, de remplacement, c'est-à-dire un des frères et sœurs va venir remplacer l'aidant principal. C'est très important et ça doit se faire régulièrement au cours de l'année. Je pense que le bon rythme, hein, c'est un peu idéal ce que je vais vous dire, mais le bon rythme, c'est 1 fois tous les 3 mois. Hein, je crois que c'est vraiment minimal. Et puis, s'il peut pas y avoir de solidarité, on va dire physique, c'est-à-dire que ce soit un autre, qui se déplace, qu'il y a une solidarité financière. Hein, c'est-à-dire que au moment où, l'aidant principal a besoin de se reposer, ben, que ce soit, les autres qui financièrement, gèrent cette situation. Ça peut être, en employer quelqu'un à domicile, ce qui est pas facile, soit, en permettant, que, le patient puisse aller, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, dans, une maison de retraite, de façon momentanée pour faire une pause. C'est à mon avis la clé pour, pouvoir tenir sur le long terme. Si on n'a pas ça, en fait, ça peut être la catastrophe, hein, parce que, le risque, c'est que l'aidant principal, qui est donc un des frères et sœurs, ait, des problèmes de santé, développe une dépression, développe une grande anxiété, fasse un burn-out, et cetera, hein. Ça, c'est la partie psychologique, mais il peut y avoir, malheureusement des d'autres éléments, une hypertension, des problèmes cardiovasculaires et ça peut même aller, jusqu'à un cancer parce qu'un stress chronique, régulier, c'est un évidemment pas bon du tout pour la santé. Quel est le rôle du docteur, au sein finalement, de la répartition de l'aidance, vis-à-vis des conflits et dans la prise de décision? Quel est le rôle du médecin? Alors le rôle du médecin, il est celui qu'on veut bien lui donner. C'est-à-dire que, ça dépend des familles. Moi, mon habitude, enfin l'habitude que j'ai, enfin que ce que je constate souvent, c'est que en général, je n'ai, au mieux qu'une seule personne qui accompagne le patient, hein, et donc dans ces cas-là, forcément je ne peux que
échanger avec l'aidant qui a bien voulu se déplacer, qui a bien voulu parler avec moi, parce que faut dire qu'en plus je suis un médecin hospitalier, donc il est pas prévu dans mon statut que je me déplace à domicile. Donc alors après, ça n'empêche pas que quand je vois qu'il y a des grandes tensions, et si et le patient et l'aidant qui accompagne le patient me le demandent, je puisse appeler un des frères et sœurs avec qui ça se passe pas bien. Et d'ailleurs, quand ça se passe pas bien, c'est souvent celui qu'on voit jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui veut prendre des décisions et qui, au bout du compte, on va dire, est peu investi dans l'affaire. Si vous voulez, notre rôle, il peut être un rôle de médiateur. Mais attention, hein, nous, on est avant tout le médecin du patient. Et donc, quand on va avoir ce rôle de médiateur, on l'aura dans l'intérêt du patient. En tout cas, ce qui nous semble être l'intérêt du patient, parce que parfois le médecin, malheureusement, n'est pas, comment vous dire ça? N'est pas au courant de tout ce qui se passe et de tous les enjeux de la famille, hein. C'est-à-dire avant la maladie, il y a un passé et parfois il y a un passif. Donc voilà, ah bah oui, mais ma mère, elle préférait mon frère, ou vous voyez? Enfin, il y a ce type de choses émotionnelles qui font que, c'est parfois très, très complexe. C'est d'ailleurs le patient qui peut encore, lui, intervenir dans les choix et dans ce qu'il souhaite, comment se passent les choses à domicile. Il est parfois encore dans ces phénomènes que je vais qualifier de névrose familiale, vous voyez? Où il y avait des vieux dysfonctionnements, et ces vieux dysfonctionnements psychologiques avec la maladie, alors soit se majorent, voilà, et s'acutisent, on va dire, soit au contraire peuvent s'améliorer parce que finalement, le patient peut devenir plus sympa avec le temps, hein, donc c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des effets négatifs de la maladie neurocognitive, c'est assez surprenant. Merci beaucoup, professeur Frédéric Blanc. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mémoire vive de la Fondation Alzheimer. Chaque situation familiale est unique, les conseils donnés sont des repères et non pas des solutions universelles. Retrouvez nos autres épisodes et soutenez la recherche sur notre site fondation-alzheimer.org.